Bien, mon Bernard à moi, c'est celui des années 1970. C'est celui de Odette, de Colette, de Jacqueline, de Sabine, de Gabrielle. À l'IUT, c'était celui de Jarno Mazera, que nous contrôlait d'une main de fer, comme vous le savez bien, si vous le connaissez bien. Donc c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant une dizaine d'années, d'assez près, puisqu'on a même été colocataires. Mais avec le recul, c'est un peu difficile de retrouver des souvenirs à échanger avec vous, puisque 40 ans plus tard, évidemment, les souvenirs se brouillent et l'objectivité disparaît en grande partie. Donc j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pourrais vous expliquer, et j'ai pensé que le plus simple pour vous expliquer ce qui nous avait rapprochés avec Bernard, et puis progressivement éloignés, il fallait parler de littérature, et peut-être plus précisément de philosophie, ou de philosophie onirique même, une philosophie un peu spéciale. Et il y a deux noms qui progressivement se sont dégagés dans mon esprit pour essayer d'expliquer nos parcours convergents momentanément puis divergents. C'est ceux de José Luis Borges et de Michel Foucault. Je pense que c'est là qu'on retrouve, évidemment, je rationalise ex post, mais qu'on retrouve en partie nos chemins convergents puis divergents. Alors pour vous expliquer ça, je vais utiliser un essai publié par Borges en 1952 qui porte le titre de El idioma analítico de John Wilkins, que certains connaissent peut-être. Et c'est un essai dans lequel Borges se livre à l'une de ses facéties favorites, celle qui consiste à faire passer pour vérité prouvée des pans entiers de son imaginaire, en les mêlant à des faits historiques, parfois bien argumentés avec des références, et parfois entièrement abandonnés à la crédulité du lecteur. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, il y a d'abord le John Wilkins qui est dans le titre, celui dont on va parler de ce langage analytique qui est évoqué ici. Ce personnage a vraiment existé. C'était un savant du XVIIe siècle qui a été évêque de Chester. Et, alors pourquoi est-ce qu'il est là? Parce qu'en fait, c'est un spécialiste de deux choses qui intéressaient beaucoup Borges. C'est d'une part la cryptologie. Quand on pense à la bibliothèque de Babel ou au jardin des sentiers qui bifurquent, on comprend bien l'intérêt que Borges pouvait lui porter. Et puis aussi parce qu'il a essayé à un moment donné d'inventer un langage universel qui serait basé sur des emboîtements un peu bizarres, dans lequel il arriverait à classer la totalité des choses et qui permettrait de communiquer dans toutes les langues. Par exemple, tous les animaux auraient un nom qui commencerait par A, s'ils sont sauvages par AS, s'ils sont mammifères par ASM, etc. Donc, au lieu de dire le lion, il faudrait dire le Asmluk, ou quelque chose comme ça. Et Wilkins était persuadé que sa classification était bonne, alors qu'en fait, la plupart du temps, on n'y comprend pas grand-chose. Et à ce moment-là du texte, apparaît un second personnage. Ce second personnage s'appelle Franz Kuhn, et lui aussi a existé, figurez-vous, c'est quelqu'un qui vivait au début du XXe siècle, et qui est connu pour avoir traduit des romans chinois en allemand. Alors on se demande, mais pourquoi Borges fait-il intervenir dans cette histoire quelqu'un qui n'a jamais rien écrit sur Wilkins et qui ne le connaissait même pas? Bien, en fait, il le fait intervenir il le présente comme ça, pour critiquer les ambiguïtés de la classification de Wilkins. Et c'est là qu'est le subterfuge. En une phrase, Borges essaie de nous faire avaler une couleuvre et de nous faire basculer complètement dans le monde de l'imaginaire. Il écrit ceci. Au sujet de la classification de Wilkins, il écrit « Ces ambiguïtés, redondances et lacunes rappellent celles que le docteur Franz Kuhn attribue à une certaine encyclopédie chinoise intitulée « Le marché céleste des connaissances bénévoles ». C'est un titre que j'aurais aimé trouver, moi. Alors, disons-le tout net, on n'a jamais trouvé trace de cette encyclopédie. Elle n'existe nulle part ailleurs que là-dedans, ni dans les œuvres de Kuhn, qui lui a existé, ni ailleurs. Donc, affabulation totale. Alors pourquoi y attacher une quelconque importance? Parce que si on y prend garde, on passe en une phrase d'autre côté du miroir, celui de l'imaginaire et de l'irrationalité totale. Wilkins et Kuhn, qui ont existé, ont été convoqués par Borges uniquement pour nous parler de cette encyclopédie qui, elle, n'a jamais existé. Et qui, elle, est apparemment très importante. Je vais vous dire pourquoi. Je vous cite un extrait, en fait le seul connu, celui donné par Borges, de cette encyclopédie chinoise. Il y parle de la façon de classer les animaux. Alors, j'espère que vous êtes bien assis, écoutez la chose. Les animaux se divisent en petits A appartenant à l'empereur. Bon, on se dit, pourquoi pas, en Chine, l'empereur était très important. Il faut prévoir une catégorie spéciale pour y mettre les animaux qui lui appartiennent.
Petit b, embaumé. Bon, là, déjà un peu plus surpris, on se dit, bon, au moins on apprend quelque chose avec notre rationalité cartésienne. L'empereur n'a pas d'animaux embaumés s'il faut une classe particulière pour les y mettre. Petit c, apprivoisé. Bon, là, ça commence à devenir suspect, parce qu'on se dit que l'empereur, s'il a des animaux, probablement certains sont apprivoisés, donc pourquoi y a-t-il une autre catégorie? Alors après, le subterfuge disparaît, va apparaître totalement, puisque petit d, nous avons cochon de lait, petit e, sirène, petit f, fabuleux, comme le sirène n'était pas fabuleuse, hein. Petit g, chiens en liberté, petit h, inclus dans la présente classification, petit i, qui se démènent comme des fous, petit j, innombrable, petit k, c'est ma préférée, dessiné avec un très fin pinceau de poil de chameau, petit l, etc., petit m, qui viennent juste de casser la cruche, et petit n, qui, vu de loin, paraissent des mouches. Bon, je me souviens avoir joué avec Bernard à partir de cette classification, parce qu'évidemment, une fois qu'on a vu le système, on peut y jouer beaucoup. Nous avions des choses du genre, je n'ai pas de traces écrites, hein, heureusement d'ailleurs. Les économistes se divisent en petit a, ceux qui lisent le Nouvel Obs. À l'époque, l'Obs était encore nouvelle, les anciens se souviennent. Petit b, embaumé, évidemment. Pour les économistes, nous en connaissions beaucoup. Petit c, qui se gratte le nez avec la main gauche, etc. Enfin, vous pouvez continuer tant que vous voulez. Mais là où moi je voyais simplement la déclinaison d'un jeu oulipien, un exercice de style, une récréation littéraire, comme on peut en écouter le dimanche sur France Culture, là, vers 12h45, moi je crois que Bernard, lui, il entendait l'appel du large. D'autant que d'autres, et pas des moindres, s'y sont laissés prendre. Hein. N'oublions pas que dans ces mêmes lignes, c'est dans ces mêmes lignes de Borges que Michel Foucault situe la naissance des mots et des choses. En toutes lettres, il l'écrit, ça commence comme ça, sa préface commence comme ça. Et il dit, je vous cite un passage de sa préface, dans l'émerveillement de cette taxinomie, ce qu'on rejoint d'un bon, ce qui, à la faveur de l'apologue, nous est indiqué comme le charme exotique d'une autre pensée, c'est la limite de la nôtre, l'impossibilité nue de penser cela. Alors, je pense que si cette taxinomie de Borges a pu servir de point de départ à l'une des œuvres philosophiques majeures du siècle passé, hein, celle de Foucault, je crois que Bernard a eu raison de penser qu'il y avait une vie hors du discours de la méthode, ou plutôt dans une autre méthode, celle du plaisir des mots, des hyperboles rhétoriciennes, et des yeux brillants des auditeurs et auditrices fascinés comme par une musique dans laquelle le sens des mots et des paroles perd en importance. J'ajoute que Bernard attachait beaucoup d'importance aux yeux brillants des auditrices. Je crois que c'est là que nous avons commencé à nous éloigner l'un de l'autre. Je suis resté attaché à un scalpel analytique qui me permet tout juste d'avoir une compréhension binaire de la chose économique. Lui est parti vers une vision globalisante de la société, dans laquelle les manquements à la rigueur sont largement compensés par le talent de l'orateur et de l'écrivain. Alors, je ne voudrais pas finir sur une note trop triste. Et comme Bernard adorait les histoires contenant une forme de morale, à condition que ces histoires soient drôles, je vais terminer par un apologue, extrait d'une certaine encyclopédie serbo-guatémaltèque, qui est un plagiat éhonté, en fait, des ouvrages majeurs de François Cavana, Les Aventures de Dieu. Alors, je précise pour ceux qui ne suivent pas, Les Aventures de Dieu existent, vraiment. Cavana a existé vraiment, l'encyclopédie, évidemment, non. Alors, chacun dégagera sa propre morale, je ne commenterai pas la chute. Voici l'apologue. Le premier jour, Dieu créa le soleil, alors le diable créa le coup de soleil. Le deuxième jour, Dieu créa l'amour, alors le diable créa le mariage. Le troisième jour, Dieu créa l'économiste, alors le diable créa un deuxième économiste.